Donc aujourd'hui, je veux reparler un tout petit peu de graphes réguliers aléatoires. En fait, j'avais énoncé des résultats, mais sans dire vraiment très précisément quel était le modèle probabiliste. Donc je veux clarifier un petit peu ça et puis dire quelques faits assez simples qui sont connus sur les graphes réguliers aléatoires, mais qui montrent que les hypothèses de mon théorème avec Étienne Lemasson et que les hypothèses du théorème de Brooks et Lindenstrauss sont un peu génériques. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je commencerai la démonstration du théorème, mais dans le cadre des graphes déterministes, du théorème d'ergodicité quantique, dont je rappellerai l'énoncé et puis on le démontrera. Donc, voilà, un petit peu de graphes aléatoires. Donc, je rappelle, on avait appelé n, grand N le nombre de sommets. Et chaque point a un nombre de voisins fixés qui s'appelle, dans la littérature sur les graphes aléatoires, il est plutôt noté D, et dans la littérature en analyse harmonique, il est plutôt noté Q plus 1. Ça, c'est le nombre de voisins. Et pour prendre un graphe régulier aléatoire, on peut partir de grand N points numérotés. On peut regarder tous les graphes réguliers qui ont cet ensemble de sommets et mettre la mesure uniforme sur cet ensemble. C'est ça le modèle qui est considéré dans les articles, qui s'appelle souvent comme ça GND. Simplement, si on le décrit comme ça, on a l'impression que c'est complètement impossible de faire des dénombrements. Et une description plus explicite, c'est de dire, c'est la suivante, c'est de dire qu'on part de n points auxquels on attache des demi-arêtes, donc des demi-arêtes. Et à partir de ce dessin initial, en fait, on regarde de manière aléatoire une manière d'apparier les arêtes deux par deux, donc à faire un mariage parfait. Alors évidemment, ce que je n'ai pas dit depuis le début, mais c'est que pour qu'un graphe régulier, dérégulier à n sommets existe, il faut que il y a une légère résonance. Il faut que nd soit pair, hein, parce que nd c'est 2 fois le nombre d'arêtes, donc il faut qu'il soit pair. Donc on regarde en fait tous les appariements comme ça et on les compte et on fait des dénombrements. Alors si on fait, c'est ça le modèle qu'on regarde, si on fait ça, il peut apparaître évidemment, donc une fois qu'ils ont été appariés, on considère que les deux demi-arêtes ensemble forment une arête. Avec ce modèle, il se peut qu'on ait un sommet avec une boucle et il se peut qu'on ait deux sommets reliés par plusieurs arêtes. Alors soit on décide d'accepter ça, ou si on n'aime pas, si on veut exclure les graphes qui ont ce genre de configuration, en fait on peut calculer la probabilité d'existence d'une boucle ou d'une arête multiple et montrer que quand n tend vers l'infini, cette probabilité, elle tend vers une limite finie qui est strictement plus petite que 1. Hein, donc on peut toujours, si on décide qu'on ne veut pas voir apparaître ce genre de dessin, on peut toujours raisonner sur le complémentaire et conditionner sur le complémentaire pour obtenir une mesure de probabilité. Et en fait, après, on peut vérifier que la mesure de probabilité qu'on obtient sur le complémentaire, c'est la mesure uniforme. Ça, c'est une première chose. Après, on peut faire des calculs explicites qui montrent, par exemple, que la probabilité d'être connexe tend vers 1. Enfin, je pense même qu'elle est plus grande que 1 moins quelque chose qui décroît polynomialement en n.
Donc on peut décider de se restreindre au graphe connexe. Et on peut, je vais énoncer un certain nombre de propriétés géométriques qui sont connues. Donc il existe un C positif, tel que tout ça c'est la probabilité que la constante de Cheeger soit plus grande que C tend vers 1, quand n tend vers l'infini. Alors la constante de Cheeger d'un graphe, c'est aussi ce qu'on appelle la constante de connectivité ou la constante isopérimétrique. C'est défini de la manière suivante. On regarde toutes les manières. Donc, mon graphe, il est formé de sommets et d'arêtes. On regarde toutes les manières de partitionner l'ensemble des sommets en deux ensembles disjoints. Donc on le coupe en deux. Et quand on fait ça, on compte le nombre d'arêtes qui joignent les deux parties. Donc E de AB, c'est le nombre d'arêtes qui joignent A et son complémentaire. Et on divise par... Quand j'ai coupé en deux morceaux, il y en a forcément un des deux qui est de taille plus petite que V sur 2 et un des deux plus grande que V sur 2. Donc ça mesure en fait, de manière relative combien d'arêtes il faut couper pour disconnecter le graphe. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que cette constante de Cheeger, avec une probabilité qui tend vers 1, elle reste bornée inférieurement. Donc les graphes sont non seulement ils sont connexes, ça c'était ce qu'on savait au départ, mais ils sont en plus très bien connectés. Et ce qui est intéressant par rapport aux hypothèses qu'on avait faites la dernière fois, c'est que cette constante de Cheeger, elle est reliée au trou spectral du Laplacien. La dernière fois, on avait parlé de la valeur... On avait parlé du spectre de la matrice d'adjacence et on avait dit que D, c'est la valeur propre triviale. Qui correspond au fait que si je prends une fonction qui est constante sur les sommets du graphe, si on prend f, une fonction constante, GAF égale DF si f est constante. Et ensuite, il y a ce qu'on avait appelé le trou spectral, c'est l'intervalle, on avait dû le noter peut-être bêta, je crois. Le trou spectral, c'est l'intervalle entre cette valeur propre triviale et la valeur propre suivante. Et en fait, on a quelque chose qui s'appelle l'inégalité de Cheeger, qui est empruntée en fait à la géométrie différentielle. C'est une version pour les graphes. Il y a deux inégalités en fait, qui nous permettent de relier, qui nous disent que le trou spectral il est plus petit que 2 fois la constante de Cheeger et plus grand que la constante de Cheeger au carré sur 2. Et donc cette propriété-là se traduit aussi en une propriété sur le trou spectral avec la probabilité qu'il existe un C tilde positif, tel que la probabilité que le trou spectral soit plus grand que C tende vers 1 quand n tend vers l'infini. Ça montre, si vous vous souvenez, on avait mis comme hypothèse, dans le théorème d'ergodicité quantique, on avait mis comme hypothèse qu'on voulait justement un trou spectral uniforme. Ça nous dit que cette hypothèse est générique, au sens où c'est une propriété qui est vraie typiquement pour un graphe. On n'aura pas besoin de connaître la valeur précise de C tilde. Je mentionne juste que, d'après les travaux de Joël Friedman et puis de Charles ici présent, on peut prendre C tilde, ce qui va être D moins 2 racines de D moins 1 plus epsilon. Et c'est la valeur optimale possible.
On avait aussi, dans les hypothèses qu'on avait mises sur les graphes, on avait aussi dit qu'on voulait qu'il n'y ait pas trop de cycles. Et ça aussi, c'est une propriété qui est vraie génériquement. Plus précisément, ce qu'on peut montrer, c'est un théorème dû à, je pense, à Matkey, Vysotsky. On montre que si on regarde XR, le nombre de cycles de longueur R donnée, c'est une fonction du graphe. Si le graphe est aléatoire, c'est une variable aléatoire. Cette variable aléatoire converge en distribution vers une loi de Poisson d'un certain paramètre, un lambda R, qui est, je pense que c'est d-1 puissance R sur 2R. En fait, ce qu'on montre, on montre qu'il y a une convergence de tous les moments. Si je regarde l'espérance de XR à la puissance n, ça converge quand grand N tend vers l'infini, vers le nème moment de la loi de Poisson. Donc il y a des cycles. Il existe, ça montre d'une part qu'à R fixé, il existe des cycles de longueur R. Hein, donc la systole, la taille du plus petit cycle n'est pas une variable aléatoire qui tend vers l'infini. Mais leur nombre est en moyenne négligeable devant n. Donc l'hypothèse qu'on avait faite était moins forte que de dire que la taille de la systole tend vers l'infini. On avait juste eu besoin de supposer qu'il y avait peu de cycles courts, et ça c'est vrai avec probabilité 1. Donc comme conséquence, c'est qu'on peut trouver un ensemble de graphes que je vais noter oméga n, un ensemble de graphes déréguliers à n sommés, dont la probabilité tend vers 1. Et puis, par un procédé d'extraction, hein, on peut trouver une suite epsilon n qui tend vers 0 et puis une suite Rn qui tend vers l'infini. Pas forcément très vite, mais elles existent, telles que sur cet ensemble de graphes. Alors, je vais rappeler la notation. Ça, c'est le nombre de sommets du graphe, tel que la boule de rayon Rn contient un cycle autour de ce sommet. Et l'hypothèse qu'on avait faite, c'est qu'on voulait que ça soit petit. Donc on peut rendre... ça va réapparaître plusieurs fois, ce nombre. Donc n. Grand N de R, c'est le nombre de sommets tel que la boule de centre X et de rayon R contient un cycle. Et on avait demandé, on avait autorisé des cycles, mais on avait demandé que le nombre de cycles de longueur R soit négligeable devant n. Et donc, encore une fois, ça nous dit que l'hypothèse qu'on avait faite, elle est générique. Et la dernière chose, qui montre que, si vous vous souvenez, j'avais énoncé un résultat de délocalisation dû à Brooks et Lindenstrauss, et ils avaient aussi une hypothèse en fait, qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de chemin entre deux points, et en fait cette hypothèse est générique aussi, parce qu'on peut montrer qu'avec une probabilité qui tend vers 1, on a que pour tout sommet x, donc toujours quand n tend vers l'infini, pour tout sommet x, la boule de rayon x
la boule de centre X est de rayon 1 quart moins epsilon log n. Contient au plus un cycle. En fait, voilà, ce qu'il faut imaginer, c'est que notre graphe, il contient des cycles courts, mais ces graphes sont typiquement disjoints les uns des autres, ils sont éloignés les uns des autres. C'est ça qui explique, c'est ça aussi le mécanisme qui est derrière la loi de Poisson. Donc l'apparition de deux cycles, c'est quasiment deux variables indépendantes. Et si on se place sur une boule de rayon 1 quart log n, on voit typiquement au plus un cycle. Et ça nous dit, si vous vous souvenez, ça dit qu'il n'y a pas beaucoup de chemin entre deux points typiques. Alors l'hypothèse, si je rappelle l'hypothèse de Brooks et Lindenstrauss, ils avaient considéré des graphes déterministes, mais dont on demandait qu'il n'y ait pas trop de chemin entre deux points. Donc, ça avait demandé que le nombre de chemins de longueur n entre deux points devait être plus petit que c'était d-1 puissance 1,5 moins alpha n, avec alpha positif. Et ça devait être vrai jusqu'à une certaine distance, jusqu'à un certain n. Et on avait intérêt, pour que leur résultat soit le plus fort possible, on avait intérêt à prendre m le plus grand possible. Alors si on compare avec ce qui est connu pour un graphe générique, on voit que pour un graphe générique, on va pouvoir prendre m qui est justement 1 quart log n. Et donc, typiquement, si deux points sont à distance au plus m, ils vont pouvoir être reliés par au plus deux chemins, puisque pour pouvoir apparaître au plus un cycle. Et ça veut dire qu'on peut prendre alpha égale 1,5. En fait, on peut prendre alpha égale 1,5 et c égale 2, par exemple. Donc, leur résultat de délocalisation, lui aussi, est vrai pour des graphes génériques. Et après, ce qu'on avait dit, c'était que si on veut vraiment un résultat purement probabiliste sur les graphes aléatoires, on pouvait aller beaucoup plus loin en utilisant non pas des techniques géométriques, mais des techniques purement aléatoires. Voilà, je crois que c'était tout ce qui me restait à dire sur les graphes aléatoires. Maintenant, je vais commencer la preuve du théorème d'ergodicité quantique probabiliste. Justement, pas probabiliste, du théorème d'ergodicité quantique déterministe. Donc, je rappelle que les hypothèses, c'était qu'on voulait que le trou spectral, d'une part, le trou spectral devait être borné inférieurement. Donc, bêta, le trou spectral indépendant de n. Et puis, une hypothèse, peu de cycles courts. Donc, pour tout rayon donné, la quantité ng de R, qui est définie, rappelée tout à l'heure, divisée par n tend vers 0. Et dans ce cas-là, on avait dit que si on se donne un opérateur K,
ce qu'on voulait démontrer, hein, c'est pour les fonctions propres du Laplacien. On voulait, pour une certaine classe d'opérateurs, il fallait qu'ils soient portés à distance finie de la diagonale. Les éléments de matrice psi i, k psi i approchent une quantité limite. Alors, dans cette version déterministe, contrairement au cas complètement aléatoire, on ne sait pas démontrer que cette différence est petite individuellement pour chaque lambda i, mais on sait le faire en moyennant sur des intervalles spectraux. Donc, soit en moyennant sur tout le spectre, mais on peut aussi faire des choses un peu plus fines en moyennant sur des intervalles un peu plus petits. D'accord ? Et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et quand je vais faire la preuve, en fait, dans la démonstration, ça va être un peu comme dans le théorème de Schnirelmann, où dans la preuve, ça revient complètement au même, mais on met un carré à un moment pour pouvoir utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, hein, mais ça revient au même. Alors, comment on va commencer la preuve ? Si on essaye de se souvenir, lorsqu'on avait fait avec Étienne Lemasson, en fait, on avait vraiment essayé de reprendre la preuve du théorème de Schnirelmann et de voir si on pouvait trouver une démarche analogue dans un cadre discret. Et si on veut donner un petit peu le point de départ, je rappelle comment ça marche. L'idée intuitive, c'est que si on regarde, si on a un opérateur K, et qu'on regarde cette quantité-là et qu'on a envie de montrer qu'elle est petite sous certaines hypothèses sur l'opérateur. Grand A, c'était la matrice d'adjacence, donc je vais rester avec la lettre K. Hein, le but, c'est de démontrer que cette quantité-là est petite pour certains opérateurs K. Et alors, la manière dont ça avait été expliqué, par exemple, par Dimersky dans son séminaire, c'est de partir du fait que ça, c'est la limite, quand t tend vers l'infini, de 1 sur t fois la trace normalisée, la trace de k de t étoile, l'intégrale de 0 à t dt. Et k de t, c'est l'évolution de Heisenberg de l'opérateur K. Nous, on va prendre, ça va être le grand A. Donc grand A, c'est le Laplacien ou la matrice d'adjacence dans notre cas. Donc ça, c'est vrai parce que si j'écris cette trace dans la base des fonctions propres, ça c'est la somme sur I et J de exponentielle IT lambda I moins lambda J psi I, K, psi J au carré. Donc ça, c'est à t fixé. Puis après, l'idée, c'est que quand on moyenne en temps, alors là, par contre, dans les explications des collègues physiciens, il faut supposer que quand on moyenne en temps, le spectre est simple et que donc ce terme, il va rester que les termes diagonaux. Hein, donc, en supposant que le spectre soit simple, on peut vraiment écrire ça. Et ensuite, pourquoi cette quantité serait petite ? L'idée, c'est d'essayer de faire apparaître une décroissance des corrélations pour ces termes-là. Donc cette quantité devrait être petite par décroissance des corrélations du système dynamique quantique.
Et comment on essaye de faire apparaître, dans le théorème de Schnirelmann ou dans les exposés de physique qu'on a vus, on essaye de faire apparaître cette décroissance décorrélation en disant qu'en fait elle provient de la décroissance décorrélation pour un système dynamique classique sous-jacent. Mais cette correspondance quantique classique n'est pas vraie pour tout temps. On est en général bloqué à un certain temps, au-delà duquel on n'a plus la correspondance classique quantique. Et par ailleurs, il semble que numériquement, au bout d'un certain temps, on voit aussi que le système quantique, il arrête de décorréler. Donc on est bloqué à une certaine échelle de temps. Donc l'idée qu'on va avoir, c'est... Donc dans le cas du théorème de Schnirelmann sur les variétés, on était parti directement avec une notion de procédé de quantification, c'est-à-dire qu'on savait, en partant d'un système dynamique classique, on savait le transformer, on savait transformer n'importe quel observable classique en un opérateur. Et c'était basé sur l'idée que l'impulsion de la mécanique classique est identifiée à la variable de Fourier de la transformée de Fourier. Donc on va essayer, ce qu'on a fait avec Étienne Lemasson, c'est qu'on a essayé de faire apparaître une structure de ce genre, mais pour les graphes. On a fait les choses à l'envers, en fait. On est parti de la transformée de Fourier sur l'arbre régulier, et on a fait les choses à l'envers. À partir de la transformée de Fourier, en fait, on a un peu déduit ce que devait être l'espace des phases de la mécanique classique. C'était aussi notre motivation au départ, la raison pour laquelle on a choisi de travailler sur les graphes réguliers, c'est qu'on savait qu'il existait une transformée de Fourier explicite, et on s'est dit qu'on allait partir de ça pour essayer de deviner quel pouvait être l'espace des phases et quel serait le système dynamique classique qui apparaîtrait pour ce problème. Donc c'est pour cette raison, je vais d'abord expliquer à quoi ressemble la transformée de Fourier sur un arbre régulier. Et c'est ça qui va nous donner l'indication de quel système dynamique classique va apparaître pour faire ensuite apparaître ces corrélations-là. Donc on va énoncer la transformée de Fourier sur l'arbre régulier, s'en servir pour avoir une sorte de correspondance classique quantique, construire des sortes d'opérateurs pseudo-différentiels, même si l'analogie est seulement incomplète, disons. Et puis, on va voir que la preuve du théorème de Schnirelmann marche un petit peu de la même manière, bien qu'on n'aura pas de théorème d'Egorov, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Alors on dit parfois transformée de Fourier Helgason, parce que Helgason a fait une théorie des transformées de Fourier sur l'espace hyperbolique ou plus généralement sur les espaces localement symétriques, et ça c'est une version discrète. Donc transformée de Fourier Helgason, je crois que je l'avais noté de T, l'arbre. Et alors là par contre je vais prendre les notations d'analyse harmonique qui sont beaucoup plus pratiques pour faire cette transformée de Fourier. Il faut imaginer un arbre infini où chaque point a Q plus un voisin. Et voilà, c'est un infini. Alors au départ, il faut introduire la notion de frontière de l'arbre. C'est un cas simple de la notion de frontière d'un espace métrique hyperbolique. Donc un chemin sur l'arbre, c'est une suite de sommets avec la propriété que on a le droit de passer d'un point à un point voisin.
avec donc une suite oméga 0, oméga 1 de sommet de l'arbre, tel que oméga i est voisin de oméga i plus 1. Et je vais dire que le chemin est géodésique. Donc dans la définition d'un chemin, j'ai le droit de revenir en arrière de manière complètement libre, mais on va dire que le chemin est géodésique si oméga i plus 2 est différent de oméga i. Donc c'est une condition locale. Je dis juste que si je suis ici, que je saute ici, la fois d'après, je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Je suis obligé de passer à l'un des voisins successifs. Et dans l'arbre, les géodésiques réalisent effectivement la distance entre deux points. Alors, ce qu'on appelle la frontière, c'est l'ensemble des chemins géodésiques quotientés par une certaine relation d'équivalence, où on va dire que deux chemins géodésiques sont équivalents si, au bout d'un certain temps, ils coïncident. C'est un cas particulier simple en fait dans la définition générale, on demande qu'il reste à distance bornée, mais là, sur un arbre, la relation d'équivalence, c'est juste de demander que les deux géodésiques coïncident à partir d'un certain temps. Et donc, la frontière de l'arbre, c'est l'espace quotient. Et puis, ce qu'on va faire tout le temps, c'est de choisir une origine de manière arbitraire. Et en fait, dans chaque classe d'équivalence, il y a une unique géodésique qui part de l'origine. Donc on peut aussi dire que, en choisissant dans chaque classe d'équivalence l'unique représentant qui part de l'origine, on peut aussi dire que la frontière, c'est l'ensemble des géodésiques qui partent, l'ensemble des géodésiques infinis qui partent de l'origine. Donc il faut imaginer donc il y a une espèce de... La frontière, c'est en fait, dans ce cas-là, c'est un ensemble fractal, mais c'est l'ensemble des bouts de l'arbre. Donc en fait, quand on suit une géodésique, voilà, en fait, on fait souvent ce dessin, et là, je vais utiliser comme notation, si je me donne un point X, un sommet X, si j'ai X, un sommet de l'arbre, et oméga, un point dans la frontière, j'appellerai X oméga l'unique géodésique dans la classe oméga qui part de X. Et puis enfin, on peut mettre une topologie On peut mettre une topologie sur l'arbre si je prends l'arbre réunion sa frontière, on peut mettre dessus une topologie qui fait qu'on obtient une compactification de l'arbre.
La topologie en question, c'est que sur l'arbre, on garde la topologie discrète. Et ensuite, il faut définir ce que c'est qu'une base de voisinage d'un point oméga. Alors une base, ça va être les ensembles cylindriques, ça va être tous les... Donc on va se fixer notre origine O. Et je ne sais plus quelle notation je voulais utiliser, je vais... Le cylindre de longueur, c'est des ensembles de type ensemble cylindrique, ce que je vais appeler notre Bn de O oméga, je ne sais pas si c'est la bonne notation. Oui, on va garder ça. C'est l'ensemble. Donc je pars de l'origine, j'ai une unité géodésique qui part de l'origine et qui va vers oméga. Et je prends le point à distance n sur cette géodésique et je regarde ensuite tous les points qui sont... Donc ça c'est Bn de oméga, ce sont tous les points, soit à l'infini, soit de l'arbre, tels que tous les points x, tels que la géodésique de l'origine à x commence par comme oméga, donc commence par oméga 0, oméga 1, jusqu'à n. Donc c'est tous les points qui sont ici, qui sont soit à distance finie, soit sur la frontière. Alors, à quoi ressemble... Pour avoir une notion transformée de Fourier, il faut une notion d'onde plane. Ou quelque chose qui va remplacer des ondes planes. Alors on va introduire une fonction h indice oméga qui en géométrie hyperbolique, ça s'appelle une fonction de Boozman. Donc elle est définie sur les sommets de l'arbre. Et elle est à valeur dans Z. Ça, c'est parce qu'on est sur un espace discret. Elle va être à valeur entière. Et c'est une espèce de distance. Donc h oméga de x, il faut voir ça comme une distance de x au point oméga. Et ça, c'est pour oméga. Je me fixe un point à l'infini, un point dans la frontière. C'est une distance normalisée. De x à oméga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je me donne un point x quelconque, évidemment, il est à distance infinie de oméga, mais donc c'est l'unité de fonction. Telle que, alors on va la normaliser telle qu'elle s'annule en l'origine. On va décréter que l'origine est à distance 0. Et puis, on va vouloir que... Alors, donc, il faut que j'écrive les choses dans le bon sens. On veut que si j'ai un point Y qui est situé sur la géodésique allant de X à oméga, on veut que la distance de X à oméga, ça soit égal à la distance de Y à oméga. Pardon, je vais garder la même notation. Plus la distance usuelle entre X et Y.
à condition que Y soit entre X et oméga. Et sur la géodésique allant de X à oméga. Donc ça veut dire que, enfin, bon, pour voir qu'elle est unique, c'est pas très compliqué. Ici, on a décrété qu'elle valait 0. Donc sur les... Il y a Q points, à partir de l'origine, il y a Q points qui sont à distance 1 de l'origine et plus loin que oméga. Donc là, la fonction vaut 1. À l'étape d'après, elle vaut ici 2. Par contre, sur ce point-là, elle vaut moins 1. Ici, elle vaut 0, etc. Et alors, on va introduire la base des ondes planes. Alors, on devrait peut-être dire ondes orosphériques. Mais c'est ce qui va remplacer, ça joue le rôle des ondes planes dans la transformée de Fourier usuelle. C'est une famille de fonctions qui sont indexées par un point du bord et par un réel S. Et donc ce sont des fonctions de l'arbre dans C. La définition, c'est que E oméga S de X, ça va être Q puissance 1/2 plus IS H oméga de X. Est-ce que je suis en train de me demander si j'ai mis les fonctions de Boozman avec le bon signe? Oui, non, c'est ça. Ah oui, par contre, pour être en cohérence avec mes notes, je vais mettre un moins ici, c'est pas très important. Alors ça remplace, dans la théorie de Fourier euclidienne, ça remplace les fonctions E indice psi qui sont égales à exponentielle I psi scalaire x, qui sont dans la base d'onde plane dans le cadre de la transformée de Fourier euclidienne. Et en fait, ce sont les fonctions propres généralisées du Laplacien. On peut vérifier que si j'applique la matrice d'adjacence de l'arbre à n'importe laquelle de ces fonctions, j'obtiens la fonction E multipliée par un certain scalaire. Et le scalaire en question, c'est... Donc si on veut calculer, il faut calculer la valeur en Q plus 1 point voisin. Lambda de S, c'est Q puissance 1/2 plus IS plus Q puissance 1/2 moins IS. Autrement dit, ça fait 2 racines de Q cos S ou cos S ln de Q. Oui, petite parenthèse, c'est qu'en fait, toutes ces fonctions, elles sont périodiques en S, puisque la fonction h oméga, elle prend des... Ça, c'est dû au fait qu'on a un espace discret. La fonction h oméga, elle est à valeur entière. Donc S, en fait, le paramètre spectral, il varie pas dans R, mais en fait dans un tor. Il faut quotienter par... C'est R quotienté par ln de Q, si je ne dis pas de bêtises. Alors maintenant, oui, c'est ça. Donc on a une famille de fonctions propres généralisées du Laplacien qui joue le rôle des ondes planes en théorie de Fourier. Alors je vais faire des dessins comme si j'étais dans un espace continu, parce que sur l'arbre. Donc ces ondes planes, leur front d'onde, elles sont un peu comme ça. Ce sont des ondes qui
qui se propage comme ça et qui converge l'onde E oméga S. Si on lui applique l'équation des ondes, elle va se concentrer dans la direction de oméga. Alors à partir de ça, on va définir la transformée de Fourier d'une fonction. Donc si j'ai une fonction définie sur l'arbre, mettons suffisamment décroissante, donc par exemple à support fini, f chapeau, sa transformée de Fourier, ça va être une fonction de oméga et de S, définie comme étant c'est le produit scalaire entre la fonction f et la fonction e oméga s. Donc il faut que la fonction f décroisse suffisamment vite pour que cette expression converge. Et après, bon, ça, ce sont des travaux de... Bon, je vais probablement oublier des gens et tu me diras. Moi, j'ai surtout consulté les travaux d'une part de Colling et Setti et de Picardello, Figa-Talamanca et Picardello. Mais il y a peut-être probablement d'autres gens qui avaient... Non, tu rajouterais des noms ou... Non, d'accord. Alors, donc c'est... Et cette construction est inspirée d'une construction analogue dans le plan hyperbolique qui était due à Helgason. Et donc, en fait, on a une théorie de Fourier assez complète. Donc, par exemple, on a une formule d'inversion. Donc on peut écrire que f de x, on peut reconstituer f de x à partir de sa transformée de Fourier. C'est l'intégrale de f chapeau. Donc on peut écrire f comme une somme d'ondes planes. Les coefficients, ce sont les f chapeaux. Et il faut intégrer par rapport à une certaine mesure. Dans le cas euclidien, c'est toujours la mesure de Lebesgue qui sort. Là, alors en oméga, j'ai une mesure qui s'appelle la mesure harmonique, que je vais décrire. Et puis, j'ai une densité en S qui est... si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de la densité spectrale. On avait déjà écrit une formule pour la densité spectrale pour le Laplacien. Donc, c'est cette même densité spectrale, mais elle est écrite... La dernière fois, je pense qu'on l'avait écrite... Est-ce que j'ai laissé... La dernière fois, je pense qu'on l'avait écrite en fonction de lambda, qui est la valeur propre du Laplacien. Et là, on a fait juste un changement de variable, en fait. Je ne sais plus si c'est... Ah non, c'est encore écrit là-bas. La dernière fois, on avait écrit la densité spectrale du Laplacien, mais en fonction de lambda. Et là, c'est juste la même, mais à changement de variable près. Et on intègre sur le bord. Et le S, alors il y a cette histoire de symétrie. Oui. J'ai un 2pi qui manque quelque part, c'est pour ça. Oui, c'est 2pi ln de q. C'est simplement parce que là, il faut remarquer que, en fait, on regarde des exponentielles en base Q, et donc ici, tout est périodique en S, mais la période, c'est 2pi sur ln de Q.
Et en fait, on peut intégrer soit sur une période complète en S, soit sur une demi-période, parce qu'il y a une certaine propriété de symétrie. Donc là, j'ai pris la formule écrite sur une demi-période. Et nu0, nu-O, c'est la mesure harmonique sur le bord, vue depuis l'origine O. Alors, on a choisi une origine, hein, les ondes planes ont été normalisées pour valoir 1 en l'origine, puisque la fonction distance a été normalisée pour s'annuler en l'origine. Toutes les ondes planes s'annulent en l'origine et la mesure harmonique est prise aussi depuis l'origine. Donc tout dépend du choix d'une origine, mais au final, la formule d'inversion ne dépend pas du choix de l'origine. Donc cette mesure, c'est l'unique mesure qui met la même masse. C'est une espèce de mesure uniforme. Hein. On avait introduit ces ensembles cylindriques. Donc à partir de l'origine, ça ce sont tous les points qui, à partir de l'origine, partagent les n premières lettres avec l'oméga. Et si on veut qu'ils aient tous la même masse, je crois que c'est quelque chose comme ça. Si on veut, c'est la mesure uniforme sur le bord. Donc on a une formule d'inversion comme ça. Et puis il y a une formule de Plancherel. Qui dit que la norme de f dans petit L2, autrement dit la somme des f de x au carré sur l'arbre, c'est aussi l'intégrale de module de f chapeau au carré des nu0 de oméga, comme ça. Et il y a quelque chose qui nous a un petit peu embêté avec Étienne, on a fini par arriver à s'en sortir, mais c'est que l'image de L2 par la transformée de Fourier, c'est l'image de L2 de l'arbre par la transformée de Fourier. C'est l'ensemble des fonctions L2, mais qui vérifie une certaine condition de symétrie. Je dirai un petit peu pourquoi ça nous a embêtés. Il faut qu'il y a une certaine condition de symétrie à satisfaire, c'est qu'on veut que... c'est quand on transforme S en moins S, on veut qu'il y ait une certaine propriété de symétrie. On veut que cette fonction-là soit paire pour tout x. Et la raison pour laquelle il y a cette question de symétrie, c'est qu'en fait, cette base d'onde plane, elle n'est pas stable par passage au conjugué. Il n'y a pas ce problème dans le cas euclidien. Si on prend les ondes planes, c'est stable par... Si je prends la famille d'ondes planes conjuguées, donc ça, c'est des ondes planes associées aux orosphères stables, mettons.
Et si on regarde les ondes conjuguées, on va avoir un dessin comme ça, où maintenant les ondes se propagent, mais en sens inverse. Donc il y a deux familles en fait d'ondes planes, et c'est une espèce de condition de compatibilité entre les deux représentations. Et puis on a des théorèmes de type Paley-Wiener qui nous disent que le fait que f décroisse suffisamment vite, ça se traduit par des propriétés de régularité de sa transformée de Fourier. Donc ces théorèmes de Paley-Wiener sont dus à Cowling et Sethi, ces théorèmes de type Paley-Wiener. Et je vais les énoncer parce que ça va nous être utile pour comprendre quand on construira nos espèces d'opérateurs pseudo-différentiels qui serviront à construire la correspondance quantique classique. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre des espèces de classes de symboles. Et pour faire ça, on a besoin de savoir comment la transformée de Fourier échange régularité et décroissance. Donc, ils sont dus à Cowling et Sethi. C'est des théorèmes qui disent que la transformée de Fourier échange régularité, enfin décroissance de f. La décroissance de f correspond à des propriétés de régularité de sa transformée de Fourier. Alors, si vous avez en tête les théorèmes de Paley-Wiener classiques, les plus classiques, il y en a un qui caractérise la transformée de Fourier des fonctions à support compact, et il y en a un deuxième qui caractérise la transformée de Fourier. Ouais. Bon, la transformée de Fourier de la classe de Schwarz qui dit que la classe de Schwarz est stable par transformée de Fourier. Donc là, c'est pareil. Alors, les fonctions à support compact. F est supporté donc dans la boule centrée à l'origine et de rayon grand R, si et seulement si. Alors F chapeau. Il faut se souvenir, F chapeau, c'est une fonction de oméga et de S. En fait, c'est un peu comme si on écrivait la transformée de Fourier en coordonnées polaires. Oméga, c'est une variable d'angle, et puis S, ça joue le rôle de l'énergie. Donc il va y avoir une condition de régularité en S et une condition de régularité en oméga. Alors en oméga, on va dire que la fonction F chapeau, c'est une fonction cylindrique. Elle ne dépend que... Oméga, il faut se souvenir, oméga, il faut le voir comme une géodésique allant de l'origine à oméga, et la fonction ne dépend que des grands n premières coordonnées. Ça veut dire qu'elle ne dépend donc si je vois oméga comme une géodésique partant de l'origine, elle ne dépend que des n premiers points de la géodésique. Autrement dit, elle est constante sur ce que j'avais appelé, sur B indice n. Donc la fonction va être localement constante. La condition de régularité en oméga, c'est d'être localement constante, et plus précisément d'être constante sur les cylindres de taille n. Et puis en S, il va y avoir, ça c'est vraiment comme dans le théorème de Paley-Wiener habituel, en S, ça va être une fonction entière et avec un certain type de croissance. Donc F chapeau, elle va être holomorphe en S.
Elle est toujours périodique. Hein. Et enfin, elle a un prolongement holomorphe en S, et on peut écrire que F chapeau de oméga S, si je regarde le prolongement analytique, il a un certain type de croissance. Je crois que c'est n fois la partie imaginaire de S. Et puis il y a toujours cette condition de symétrie. Donc un premier théorème qui caractérise la transformée de Fourier des fonctions à support compact. Et puis le deuxième, ça va être les fonctions rapidement décroissantes. Alors, ce qui remplace un petit peu la classe de Schwarz dans ce cas-là, ce sont les fonctions qui décroissent plus vite qui décroissent beaucoup plus vite que Q puissance moins la distance de X à l'origine sur 2. Ça, c'est... Il y a cette question que dans un espace hyperbolique, le volume des boules croît exponentiellement vite. Et donc ça c'est un petit peu cette fonction-là, Q puissance moins D sur 2, moins D de X à l'origine sur 2, elle n'est pas dans L2, mais presque. Et c'est un peu ça, c'est la fonction de référence. Et pour être dans la classe de Schwarz, il faut croître beaucoup plus vite que cette fonction. Je vais plutôt appeler, je vais appeler X, module de X, ça va être la distance à l'origine. Ça, c'est l'analogue de la classe de Schwarz, ce sont les fonctions qui décroissent comme n'importe quel polynôme fois Q puissance moins X sur 2. Et ça se traduit sur la transformée de Fourier. Donc en S, il faut être de classe C infinie. Et puis, par rapport à la variable oméga, il y a aussi une espèce de condition d'être C infini, mais là, ce qui est la frontière de l'arbre, c'est un espace, c'est un fractal, enfin c'est un espace totalement discontinu. Donc il y a une certaine manière d'exprimer que F. Alors je vais l'écrire même si on ne va pas l'utiliser. En fait, il faut que F chapeau il faut que F soit bien approché par des fonctions localement constantes, si on veut. Donc quand j'ai ce que je vais appeler En, si j'ai une fonction sur la frontière, ce que je vais appeler En de F, En de grand F, c'est la projection de grand F sur les fonctions qui sont constantes sur les cylindres de taille n. Donc c'est la projection de grand F sur les fonctions localement constantes cylindriques de taille n. Autrement dit, En de F en un point oméga, c'est une moyenne de grand F sur les voisins de oméga. C'est une moyenne de grand F sur le cylindre
de taille grand N associé à oméga. Enfin, ça n'a pas énormément d'importance parce qu'on ne va pas réutiliser ça, c'est juste pour dire qu'il y a une notion de fonction, il y a une notion qui remplace la notion de fonction C infini sur le bord de l'arbre, sachant que ce bord, c'est un ensemble fractal, donc il y a une certaine notion. Il faut que f soit bien approché par des fonctions localement constantes. Oui, c'est clair. Bon, c'est pas forcément... On ne va pas le réutiliser, mais c'était pour dire qu'il existe... On a vraiment une théorie complète de la transformée de Fourier qui est assez analogue avec ce qui se fait sur l'espace euclidien et dont on va se servir en fait pour construire la correspondance classique quantique. Et je vais juste écrire la formule qu'on va... Alors, ouais, je vais juste écrire en fait du coup qu'est-ce que ça nous suggère comme définition pour l'espace des phases. J'ai dit qu'on faisait les choses à l'envers. On part du fait qu'on a une transformée de Fourier pour essayer de deviner quelle serait la bonne définition de l'espace des phases. Alors, dans le cadre euclidien, en fait, l'espace des phases, c'était le fibré cotangent. Et justement, la correspondance classique quantique nous disait qu'il fallait identifier l'impulsion avec la variable de Fourier. Donc là, en raisonnant à l'envers, on décide de prendre donc on prend x, la position, bah ça va être x, ça va être une position sur un sommet de l'arbre. Et l'impulsion, on décide de prendre comme variable supplémentaire le couple oméga S. Ça, c'est ce qui va remplacer xi. C'est une sorte d'impulsion, mais entre guillemets. Et c'est pas mal parce qu'en fait, ça nous dit que l'espace des phases, géométriquement, on comprend ce que c'est. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si je me donne un point x et un point à l'infini, un point dans la frontière oméga, il y a une unique géodésique sur l'arbre qui va de x à oméga. Donc un point de l'espace des phases, c'est en gros une géodésique partant d'une position x donnée et avec une direction. Et la variable S est un petit peu artificielle là, mais elle joue le rôle de l'énergie, sauf qu'elle est en fait, elle varie dans un tore. Et donc nos observables classiques, ce seront des fonctions de ces trois variables, de x, oméga, s. Et ça, on continuera ça la prochaine fois, mais de manière complètement analogue à ce qui avait été fait dans le cadre euclidien, on peut maintenant dire qu'à partir d'une observable classique, on peut associer... Alors, là, on est plutôt en train de faire finalement les choses à l'envers. On ne part pas d'une observable classique pour construire un opérateur, mais on est plutôt parti dans l'autre sens. Mais maintenant, on peut le faire dans le sens qu'on veut. Hein, si j'ai A une observable classique, je vais définir un procédé de quantification
Alors, dans le cadre euclidien, on avait utilisé les deux notations, hop A ou A de x dx. Là, par contre, je vais pas du tout faire ça parce que j'ai pas d'interprétation disant que la multiplication par la variable de Fourier devient une dérivation. Ça, j'ai pas ça. Hein, donc, je vais plus du tout utiliser cette notation-là. Finalement, c'est ce qui manque pour vraiment dire qu'on a un analogue de la théorie des opérateurs pseudo-différentiels, c'est qu'on, dans le cadre euclidien, on avait vraiment dit que la multiplication par xi en Fourier, ça revenait à dériver, et là, on n'a pas vraiment de formule analogue. Et hop, A, je vais le définir par la formule suivante, ça va être l'intégrale de f chapeau, donc de f chapeau fois ma base donc plane. J'ai toujours la mesure harmonique et d rho de S. Et ça remplace la formule qu'on avait vue dans le cas euclidien. Hein. Dans le cas euclidien, on avait écrit f chapeau de xi, exponentielle i, xi scalaire x, dxi. Et on avait un 2π quelque part, je pense. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être ça. Donc pour l'instant, c'est formel. Mais cela dit, on a vu le théorème de type Palais-Wiener qui nous dit que la régularité... Non, j'ai oublié. Ah, voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait dans les deux cas. J'ai A de x oméga s ici. Et ici, j'avais A de x xi. Donc les théorèmes de type Palais-Wiener me disent que la régularité de la fonction A par rapport à la variable d'impulsion se traduit par de la décroissance du noyau de l'opérateur à grande distance de la diagonale. Et donc on continuera ça la prochaine fois et ça nous permettra de faire la preuve du théorème d'ergodicité quantique. On verra, je n'ai pas encore dit quelle est la dynamique classique qui va apparaître. Les gens de théorie ergodique, je pense peut-être sans doute. Mais si on aimerait bien, si on se souvient de ce qui s'était passé pour le Laplacien sur les variétés, c'était le flot géodésique qui était apparu. Donc là, on aimerait bien avoir quelque chose qui ressemble au flot géodésique et qui apparaît comme dynamique classique. Voilà, je vous remercie.